Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. On dort en moyenne 25 ans dans notre vie. Pour beaucoup, c'est un plaisir. Certains dorment trop peu, peinent à trouver le sommeil ou sont victimes d'insomnie. À l'occasion de la journée du sommeil ce vendredi, notre invité vous donne quelques conseils pour que dormir rime toujours avec plaisir. Docteur Sylvie Esnault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes neurologue à l'unité du sommeil du CHU de Brest. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ? Ça peut aller. Ça peut aller. En toujours le cas. En plateau également, Élise et Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiante en terminale au lycée Jean Moulin de Châteaulin et vous êtes avec votre professeure Sophie Boivin, bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école qui se tient en ce moment, vous avez travaillé sur la liberté d'expression et rencontré un journaliste guinéen. Nous verrons cela en images tout à l'heure. Puis vous nous parlerez de votre façon de vous informer, de vos liens avec les médias. Ça va, vous avez toutes les trois bien dormi aussi cette nuit ? Oui. Super. On démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 26 mars. Alors après avoir suivi le PS et le FN en campagne ce mercredi, nous nous intéressons aujourd'hui à la droite dans l'entre-deux-tours des élections départementales. Dans le canton de Quimper 2, le binôme Claire Levry-Gérard et Guillaume Mingui faisaient du porte-à-porte ce mercredi après-midi. Julie Sicot a suivi les candidats. Tract dans les mains, le binôme UMP du canton de Quimper 2 cherche à mobiliser son électorat pour le second tour des élections départementales. L'échange était intéressant et donc voilà, je pense qu'ils sont lancés dans leur programme et puis donc ils ont du cœur à le faire et il faut écouter tout le monde, quoi. Même s'ils ne sont pas toujours les bienvenus, ils continuent car le duel de ce dimanche s'annonce serré. L'UMP a obtenu 33,61% des voix face au PS qui a pris l'avantage au premier tour avec 34,70% des voix. Nous, on pense qu'on peut gagner si effectivement il y a une mobilisation forte de notre électorat. Donc oui, effectivement, c'est ça qu'on est allé chercher. Oui. Notre réserve de voix, elle n'est pas faible. Au contraire, elle est forte. On a 53% de participation, donc 47% de gens à convaincre pour aller voter. Donc 47% de réserve de voix, de gens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Leur cheval de bataille, c'est l'économie, même si ça n'est pas une compétence des départements, mais de la région. Aujourd'hui, la compétence économique est à la région. Néanmoins, il ne faut pas nier le rôle d'opérateur économique du département. Le département intervient, un budget à peu près de 130-140 millions d'euros d'investissement annuel. Ce sont pour réaliser des projets qui alimentent au quotidien l'économie locale. Ils sont d'ailleurs ouvertement soutenus par un poids lourd de l'économie quimpéroise, Jean-Guy Le Floch, le PDG d'Armorlux. On n'a aucun intérêt direct, ni avec le département, ni avec la région. Là, en l'occurrence, c'est simplement un acte citoyen que je commets aujourd'hui en soutenant un candidat que j'aime bien. Avec le département, c'est vrai que les liens sont un peu ténus. On a plus de relations avec la région. Aujourd'hui, on peut, je pense, attendre un peu mieux de ces liens entre les entreprises et ces deux institutions qui se sont pour nous, en tout cas, un petit peu distendus depuis des années. Qui de l'UMP ou du PS l'emportera dans le canton de Quimper 2 ? Réponse au second tour des élections départementales ce dimanche. Voilà, et à noter que l'autre binôme en lice pour le canton de Quimper 2 est composé d'Isabelle Assy et Jean-Marc Tanguy du Parti socialiste. Tous les ans, la presse s'invite dans les écoles durant une semaine, l'occasion pour les élèves de réfléchir à leur façon de consommer, de décrypter l'information. Au lycée Jean Moulin de Châteaulin, vous avez échangé, mesdemoiselles, ce jeudi avec un journaliste guinéen. Alors j'ai demandé à votre professeur pourquoi ce journaliste guinéen était présent au lycée Jean Moulin. Cette année, j'ai été chargée d'une heure d'enseignement avec mes terminales L, à qui j'enseigne parallèlement la littérature et le théâtre. Et dans cette heure qui s'appelle ECJS, enseignement civique, juridique et social, j'ai choisi de leur proposer de travailler sur la liberté d'expression avant même les événements de janvier. Et j'ai remarqué sur les propositions que nous a fait le CLEMI, qui est l'organisme de lien entre la presse et l'école, j'ai remarqué un projet de la Maison des journalistes à Paris qui accueille des journalistes qui ont été chassés ou qui se sont évadés, on pourrait dire, de leur pays totalitaire. Et cette proposition était d'accueillir, de rencontrer un reporter renvoyé, voilà le titre du projet. Et donc j'ai, avec mes élèves, fait le projet qui a été accepté. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu Djibril Sow. Et pour l'accueillir, et pendant les heures de CJS, nous avons cherché
travaillé sur la liberté de la presse. Chaque élève a fait un panneau qui montre son intérêt pour un cas d'un journaliste, qui montre son intérêt pour les dessins de presse qui défendent la liberté de la presse. Et évidemment, les événements de janvier n'ont fait que renforcer notre détermination. Alors Julie Sicot a suivi la rencontre entre ce journaliste guinéen et les élèves du lycée Jean Moulin. Regardez. Ça veut dire que toutes ces lois qui prônent la démocratie n'existent plus. Elles existent, mais c'est dans l'application. Elles ne sont pas du tout appliquées, quoi. Dans la forme, oui, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Face à ses élèves, Abdoulaye Djibril Sow, journaliste guinéen exilé en France, après avoir subi une tentative d'assassinat en septembre 2014. Via son site internet d'information, il a dénoncé un détournement d'argent par un haut gradé de son pays. Généralement en Afrique, et plus particulièrement en Guinée, et la profession de journaliste, c'est une profession à risque. Surtout quand vous critiquez le régime en place, je n'ai pas peur. Des gens qui empêchent les autres de savoir qu'ils ont des droits, ou bien qu'ils ont besoin d'avoir des informations sur le bien commun. Je n'ai pas peur. Un témoignage fort, essentiel pour ces élèves de Terminale L. Ils travaillent depuis le début de l'année sur la liberté d'expression. Quand je vois dans son pays comment il s'est battu pour transmettre l'information, les risques qu'il a pris, nous ici on n'a pas ça. Nous ici on veut dire quelque chose contre le gouvernement, on a les critiques. Je vois le courage de ce journaliste et on se sent petit face à lui. Et qui dit liberté d'expression compliquée, dit information difficile à collecter. Une conséquence très concrète de la situation en Guinée avec laquelle les élèves ont dû composer. On a voulu aussi essayer de se renseigner un petit peu sur son pays, sur la Guinée. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose des pays d'Afrique. On en avait une vision un petit peu trop généraliste. Et c'était aussi l'occasion d'apprendre aux élèves à distinguer les ressources fiables des ressources plus tendancieuses. Une rencontre qui devrait toucher ces jeunes citoyens, encore marqués par les attentats du mois de janvier en France. Alors, mesdemoiselles, est-ce que la liberté d'expression a pris encore une nouvelle dimension avec cette rencontre ce jeudi matin? Élise? Oui, ça nous a encore plus motivés à nous battre pour cette liberté d'expression qui est parfois menacée. Et du coup, on a pu, à notre tour, nous exprimer par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, Raphaël, dans ce que disait ce journaliste guinéen? La simplicité avec laquelle il est arrivé devant nous, alors que dans son pays, c'est vraiment pas facile. Il doit se battre pour pouvoir parler. Nous, on a cette chance de pouvoir à peu près tout dire. Et on s'est rendu compte vraiment que c'est pas le cas partout. Et il est arrivé vraiment avec simplicité, alors qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Et ça m'a vraiment émue. Alors comment vous avez 17 ans, 18 ans? 17 ans, comment vous vous tenez au courant de l'actualité au quotidien, Élise? Alors au lycée, on a accès au journal tous les jours. Au journal régional? Oui, c'est le Télégramme. Le Télégramme. Ouest France, d'accord. Donc on peut librement avoir accès à l'actualité tous les jours. Il n'y a que par le Télégramme et Ouest France que vous... Non. Au CDI, il y a Courrier International, il y a Le Monde à disposition des élèves et beaucoup d'hebdomadaires aussi à leur disposition. D'accord. Ce qui concerne l'actualité sur Internet, c'est une façon aussi de vous tenir au courant aujourd'hui? Vous avez des téléphones portables pour la consulter de cette façon-là? Sur les réseaux sociaux, oui, on peut beaucoup se renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Mais moi, je préfère les journaux, personnellement. Pourquoi? C'est plus traditionnel, c'est bête, mais c'est plus traditionnel. Moi, je le préfère. Et sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, et pas forcément des choses vraies. Donc, je préfère des journaux où les sources sont plus fiables. Les sources, justement, quand vous voyez quelque chose sur Internet, vous faites attention à la source, oui. D'où est-ce que ça vient? On regarde toujours la source, généralement, avant même de lire l'article, pour savoir d'où ça vient et savoir ce qu'on peut y trouver aussi. Est-ce que vous regardez, par exemple, des JT nationaux, le 20h, c'est des grands messes de l'information en France? Ça vous parle encore, ce type de récolte d'informations? Beaucoup moins pour moi. Pour moi, oui. Pas beaucoup. Oui. Pour toi, Élise, oui. Et la radio? La radio, moins. Moi, c'est plus le 20h et moins la radio. Moins la radio aussi. Pourquoi? C'est pas... Moins d'accès, pour moi, personnellement. J'ai beaucoup moins accès à la radio. Enfin, en internat, on a plus accès aux journaux, donc on fait... Donc pour vous, l'essentiel de l'actualité, en tout cas, ça passe par l'actualité régionale et les journaux locaux.
Vous travaillez avec eux, Sophie, toute l'année autour de l'actualité et de la façon de la décrypter Alors, pas forcément en littérature ni en théâtre de manière directe, même si on traite des grands problèmes nationaux, enfin des grands problèmes de société plutôt. Par contre, dans cette heure de CJS que j'ai demandé à occuper cette année, c'est l'occasion de s'ouvrir justement au monde, à la réalité du monde, et de montrer qu'il y a des liens entre l'enseignement plus traditionnel et puis cette réalité du monde. Et j'avais envie, au-delà de ces deux enseignements que sont la littérature et le théâtre, d'être sur le terrain concret du monde avec mes élèves. Et je crois que ce projet nous a permis ça. Ça a l'air d'avoir bien marché en tous les cas. Et on est contente de ça. Et c'est vrai que d'avoir ce journaliste a rendu les choses encore plus concrètes, émouvantes, vivantes, mais aussi a permis une réflexion approfondie sur le monde. Merci beaucoup à toutes les trois. On continue avec le dernier des 7 calvaires monumentaux de Bretagne qui est en rénovation. Les statues du calvaire de Plébain ont été démontées en novembre dernier. Si certaines sont simplement restaurées, d'autres sont complètement refaites à neuf. Ce travail a été confié à une entreprise du Morbihan, à La Chapelle-Carreau. On fait le point sur l'avancée des travaux avec Karine Chevrolier de TB Sud. C'est un chantier monumental qui a investi les locaux de cette entreprise de restauration. Voilà 5 mois que 14 des 71 statues que compte le calvaire de Plébain s'y refont une nouvelle jeunesse. Notre travail est de compléter les manques. Les manques, ça peut être une tête qui a disparu à travers les siècles, ça peut être une main, etc. Et puis les petites altérations, les fissures, de travailler la consolidation des sculptures, hein, donc les déposer, refaire une tête par-ci par-là, une main, un élément de bras, un élément de jambe, et les consolidations, puis les reposer au final. Ces statues sont en grès, une pierre plus fragile que le granit de Kersanton, utilisé pour les autres il y a de cela presque 5 siècles. La mission est donc de taille, leur rendre leur apparence d'autrefois. En fait, pour la restauration, déjà, on visualise l'objet qu'on va recréer, en fait, qui manque sur le personnage. Et là, je suis en train de retailler à neuf une main disparue sur caïfle. Donc voilà, j'ai recollé un morceau de grès neuf en fait, hein, pour pouvoir retailler la main. Il n'y avait plus du tout de main en fait. Ah non, les mains avaient disparu et elles avaient été refaites, recomplétées en béton en fait, sûrement dans les années 50-60. C'est donc ici un travail minutieux, suivi et validé par la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Pour cette entreprise, rien d'exceptionnel, c'est le 5e calvaire monumental de Bretagne qu'elle restaure. C'est déjà de respecter au mieux la statue, d'éviter d'interpréter au maximum, de bien observer, de s'inspirer pour les parties manquantes des autres statues qui peuvent donner de bons exemples, ou même d'autres monuments où ce sont les mêmes sculpteurs qui ont travaillé. Les statues feront leur retour en terre finistérienne début mai. En attendant, le chantier de restauration à Plébain peut être visité le 28 mars à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Bernard Stamm et Jean Le Cam, vainqueurs de la Barcelona World Race. Partis le 31 décembre dernier de Barcelone aux côtés de 7 autres concurrents. Les 2 marins finistériens ont retrouvé la ville catalane après un tour du monde sans escale ce mercredi après-midi. Regardez. Après 84 jours et 5 heures sur leur bateau, Bernard Stamm et Jean Le Cam ont bouclé leur tour du monde ce mercredi après-midi. Le duo finistérien remporte ainsi la Barcelona World Race après une course sans faute. Ils ont été accueillis chaleureusement dans le port de Barcelone. S'ils ont mené la course de bout en bout, la route n'a pas été sans souci et les 2 marins ont su garder la tête froide jusqu'à la ligne d'arrivée. On a eu pas mal de soucis techniques, mais ça s'est sûrement pas vu, quoi. Voilà, les gens pensaient que ça roulait, tout roulait, qu'on faisait notre route sans souci, mais je crois pas qu'il s'est passé un jour sans qu'il y ait un truc qui foirait, quoi. C'est surtout que Bernard, il s'est bien monté au mât, parce que je crois que je pense que cette course-là, ce qu'on se disait avec Bernard, c'est que si ça avait été en solitaire, je pense que le bateau, il serait pas là, hein, et ça l'aurait pas fait. Hein. C'est quand même un sport mécanique, donc il peut y avoir des soucis de dernière minute. Et bon, là, ça c'est bien fini, mais on a toujours ça à l'esprit quand même, quoi. Que la ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, il ne faut jamais oublier. Pas de champagne ni de musique pour leur montée sur le podium. La ville catalane, endeuillée par le crash d'avion de lundi, a modéré ses festivités. Une minute de silence en hommage aux victimes a été respectée avant la remise des trophées.
Et ce vendredi, c'est la journée du sommeil. Alors ça ne veut pas du tout dire que vous devez rester dans votre lit toute la journée. Au contraire, c'est l'occasion de venir visiter l'unité du sommeil du CHU de Brest pour obtenir des conseils de professionnels pour mieux gérer vos nuits. Sylvie Esnault, vous êtes donc neurologue à l'unité du sommeil au CHU de Brest. Alors dites-nous, qui est-ce que vous recevez dans votre service? Tout le monde, les adultes, les enfants. Et avec au fil des années, un âge moyen des consultants qui diminue, vraiment beaucoup. Ça veut dire que les problèmes de sommeil arrivent de plus en plus d'adolescents, voire de préadolescents et d'enfants. Qu'est-ce que vous étudiez pendant que les gens dorment? Parce que vous les faites dormir donc dans des salles. On ne fait pas que les faire dormir, on les regarde dormir plutôt. C'est ça. Mais bon, il y a différents temps. L'aspect clinique, c'est important, c'est-à-dire savoir de quoi se plaignent les personnes, avec des plaintes de plus en plus souvent de somnolence, alors qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, c'était plutôt les plaintes d'insomnie. La somnolence, c'est le nouveau problème. La somnolence est le nouveau problème. Et c'est un problème qui est lié beaucoup au mode de vie, énormément. C'est-à-dire qu'il y a une privation de sommeil qui se fait chez tout le monde. Alors on parle beaucoup des ados, avec les téléphones, avec les écrans, c'est tout à fait vrai. C'est pas que les ados. Mais c'est pas que les ados. Parce que les téléphones, tout le monde les utilise, c'est pas que... Tout le monde les utilise pas bien, voilà. C'est-à-dire on a tendance à oublier qu'on est des êtres humains et pas des machines. Et que notre physiologie n'a pas évolué du tout aussi vite que la technologie. Et ça explique pas mal de choses. D'ailleurs, on voit que le temps moyen de sommeil a diminué. Je ne saurais pas le chiffre, 50 minutes, pas précisément, mais en tout cas, chez les adolescents, c'est autour de 50 minutes depuis 25 ans. Voilà, et avec un besoin moyen de sommeil, qui est, je ne sais pas de combien vous avez besoin de... Combien de temps vous dormez la nuit, les filles? Ça dépend. Pendant les cours, 7-8 heures 7 heures, oui. Pendant les cours? Enfin, pas pendant les cours, mais disons en semaine, voilà. Le week-end, c'est plus, forcément. Voilà. Ça, c'est un bon critère, c'est-à-dire savoir s'il y a une grosse différence entre la semaine et le week-end, parce que le week-end, on récupère. Alors, je ne parle pas des midi, 15 heures, etc., mais quand on dort 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus, c'est qu'il y a un souci, parce que tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de sommeil. Et quand on est ado, on a besoin en général d'1 heure de plus que quand on était pré-ado. Et on dort au moins 2 ou 3 heures de moins, en général. Donc, est-ce que les siestes peuvent aider dans la journée justement à vaincre ces somnolences? Bien sûr. Quel type de sieste, docteur? Il y a 3 types de siestes. Donc les très très courtes, les flashs, là, 5 minutes. On ferme les yeux, on relâche ses muscles, voilà, on se détend. Il y a la sieste qu'on devrait faire tous les jours. 10-20 minutes, assise, pas après en pyjama. C'est ça le bon créneau, voilà. Début d'après-midi. Après, chacun, on a une horloge interne, elle n'est pas réglée de la même manière chez tout le monde. Donc, chacun, moi je sais que mon pic de somnolence l'après-midi, c'est à 15h, il y en a d'autres, ça va être à 13h, voilà. On ne fait pas une sieste de 3 heures en commençant à 17h, c'est pas raisonnable. Il y en a une qui veut tester une sieste flash de 5 minutes, on la retrouve dans 5 minutes, on voit si elle est reposée. Voilà, très facile. Donc comment elle fait? Les yeux cachés peut-être? Juste fermer les yeux, voilà, relâcher les épaules. Si elle s'écroule sur la table. Voilà, je donne à la tête. Voilà. Et puis on se retrouve dans 5 minutes, Raphaël, on verra si ça a marché. Cette année, la thématique de la journée du sommeil, c'est sommeil et nutrition. Quelles sont les bonnes façons de manger pour mieux dormir? C'est surtout que la dégradation du sommeil dans le temps, là, l'année dernière, c'était l'environnement technologique, aujourd'hui, c'est la nutrition. C'est un peu la dégradation de la qualité de la vie qui fait que le sommeil se dégrade aussi. Et on en remarque, donc l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui est l'organisateur national de la journée, a participé à une étude Nutrinet Santé, donc qui a fait intervenir des internautes volontaires. Et on voit très bien qu'il y a un parallélisme entre la malbouffe et le mal dormir aussi. C'est-à-dire une réduction du temps de sommeil qui est corrélée à la consommation plus importante d'aliments gras, d'aliments sucrés, à la consommation moins importante de fruits, de légumes. Et donc, en fait, c'est uniquement du bon sens. C'est-à-dire qu'on retrouve les consignes du Programme national nutrition santé, de faire de l'exercice, bouger, quoi, voilà. Est-ce que, à l'inverse, si on dort bien, on se nourrit mieux aussi? Ceux qui font des bonnes nuits. Voilà, le problème, c'est que c'est le cercle vicieux. On va mal manger, ça va raccourcir le sommeil. Quand on dort
pas assez, on a tendance à grignoter, on va prendre du poids. Le fait de prendre du poids, ça va dégrader la qualité du sommeil, donc on raccourcit son sommeil. Et après, on dégrade la qualité de son sommeil. On va risquer d'avoir des apnées du sommeil, par exemple, donc d'avoir des maladies qui sont liées au sommeil. Et le sommeil, ça ne sert pas seulement à se reposer. Pendant qu'on dort, on fabrique des hormones qui aident à réguler le métabolisme des lipides. Ça, c'est une sieste bien réparatrice. Des lipides, des glucides, etc. Et on sait que le manque de sommeil, c'est corrélé avec un risque augmenté d'avoir du diabète, avec un risque augmenté d'avoir des problèmes d'hypercholestérolémie. C'est comme des pathologies c'est des pathologies lourdes. C'est des tout choses à à fait. prendre, enfin, le sommeil, c'est à prendre très au sérieux. Et on est tous en dette de sommeil, plus ou moins. Ça peut être tout à fait banal, c'est-à-dire on a une horloge qui est réglée pour se réveiller à 8 heures, sauf qu'on doit se lever à 6 heures pour aller au travail. Et du coup, on a 2 heures, voilà, il manque 2 heures tous les jours. À la fin de la semaine, ça fait 10 heures. Donc jusqu'à 30 ans, en général, on compense très bien, on est speed, voilà. À partir de 30 ans, on commence à moins compenser. Et puis, croyez-moi, après, ça ne s'arrange pas. Donc, on a remarqué une chose, c'est que même l'effet délétère sur les métabolismes du sommeil court est réparable, en tout cas compensable, par la sieste. C'est-à-dire qu'il suffit d'une demi-heure de sieste, à condition qu'il y ait du sommeil profond dedans, pour effacer tous les méfaits endocriniens, c'est-à-dire sur les sécrétions d'hormones comme l'hormone de croissance, comme la leptine, enfin comme le cortisol, tous ces éléments qui contribuent à ce qu'on métabolise correctement. Une demi-heure de sieste avec du sommeil profond, ça peut compenser la mauvaise nuit ou la nuit trop courte. Donc une demi-heure de sieste, on met un réveil quand on fait une sieste pour être sûr de ne pas dormir trop longtemps. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je dis toujours aux patients. Non, mais c'est pas ça. Mais je dis, voilà, il y a des règles générales. Après, c'est à chacun de savoir comment il fonctionne. Il y a pas de... Donc, quand je dis non, la sieste, c'est pas dans le lit, en pyjama, avec les volets fermés. Oui. Pas partir pour une grande nuit. Il ne faut pas que le cerveau confonde le jour et la nuit. Mais il y a des gens pour qui ça doit être au moins sur le lit, quoi. Bon. On va peut-être prendre des nouvelles de Raphaël. Ça va? C'était un sommeil somnolent? Oui, mais c'est reposant. Ça va mieux? Tu es en grande forme? On n'a pas parlé de la troisième sieste, la plus longue, docteur. La troisième sieste, c'est vraiment quand on est vraiment en gros manque de sommeil. Par exemple, on a travaillé toute la nuit ou on a fait la Java toute la nuit. D'ailleurs. Et donc là, c'est la sieste d'1 heure, 1 heure et demie, mais en début d'après-midi. Donc quand on se couche tard, quand on travaille toute la nuit, c'est différent. Bon, on va rentrer chez soi. C'est pas la même fatigue après, que la fête, c'est très différent, mais la qualité du sommeil dépend de l'heure qu'il est. Donc, si on dort le matin, on ne va pas avoir du tout la même qualité de récupération que si on dort l'après-midi. Donc, en fonction de comment on fonctionne, on va choisir son heure de récupération. En 1 heure et demie, le cerveau, en tout cas, à moins de 40 ans, il va récupérer quasiment 10 heures de sommeil. Donc, ça vaut la peine. Pour conclure, si on avait un conseil ou 2-3 conseils pour vraiment bien dormir, donc... Déjà, on ne dort pas avec son téléphone. On ne dort pas avec son téléphone. Vous ne le faites pas? Non. Bon, très bien. On ne dort pas avec son téléphone. J'ai un adolescent hier qui m'a dit mais on a eu une intervention au lycée et on nous a expliqué ce que faisaient les ondes sur le cerveau. Et alors maintenant, je mettrais toujours en mode avion. Donc, je me dis, il y en a quand même certains qui sont sensibilisés aux vraies infos. C'est pas ça, il faut un temps. Le matin, pour se réveiller, on met la lumière, on met la musique, on bouge, on mange, voilà. Le soir, ça paraît logique, on se prépare à dormir, donc il y a les choses qui vont aider à dormir, ça peut être la tisane pour certains, ça peut être le câlin pour d'autres, mais en tout cas, on baisse la lumière, on baisse le son, et progressivement, on s'apaise. Le corps comprend que... Les gens qui ont des difficultés de sommeil, c'est des gens qui sont toujours, ils n'ont pas de bouton marche-arrêt. Avant de dormir, vous faites quoi, les filles? Vous lisez? Oui, et j'écoute de la musique. Pas d'écran ou de télé trop non, très le peu. soir? Très peu. Elles sont parfaites, vos Mais est-ce qu'il ne faudrait pas des salles de sieste brève dans les lycées? C'est une bonne idée à donner aux chefs d'établissement. Je pense. On va leur dire. Dans les télévisions aussi, peut-être, qu'on pourrait instaurer ça. Merci beaucoup, en tous les cas.
Donc ce vendredi, venez questionner les professionnels du sommeil au CHU de Brest. Il y aura aussi des ateliers de sieste et de sophrologie. C'est de 9h30 à 17h30 au service d'exploration fonctionnelle neurologique à l'hôpital Morvan à Brest. Retrouvez aussi des tas d'informations passionnantes sur le sommeil en allant sur le site journéedusommeil.org. Voilà, merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao!